Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Arthur qui est accompagné au quotidien par Loya, sa chienne guide de l'école de Paris. Progressivement malvoyante dès l'adolescence, Arthur découvre à l'arrivée de Loya tous les effets positifs sur sa vie et subit aussi son premier refus d'accès. Mais comment défendre ses droits et surtout ceux de sa chienne guide ? Arthur nous raconte comment cet événement a fait naître en lui, pour Loya, une revendication combative et l'a fait basculer dans la défense des personnes handicapées dans un monde qui peine à s'adapter à la diversité. Place à l'épisode. Bonjour Arthur. Salut Estelle. Merci d'échanger avec moi. Avant qu'on discute de notre passion en commun et de ta vie auprès des chiens guides d'aveugles, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quel est ton travail au quotidien à côté de ces chiens guides ? Ouais, tu viens de le dire, je m'appelle Arthur, j'ai 28 ans, j'habite sur Lille depuis 8 ans, je suis né sur Paris et j'ai fait toutes mes études sur Paris, mais il y a quelques années, je suis monté sur Lille. Aujourd'hui, en fait, mon travail, c'est dans le milieu associatif. En fait, on a cofondé avec d'autres personnes en situation de handicap une association qui s'appelle Handy Voice, dont la mission associative est en fait de tendre vers l'autodétermination et l'autoreprésentation. Autodétermination, ça se résume en une phrase, pouvoir choisir et pouvoir d'agir des personnes. Et l'autoreprésentation, c'est pouvoir exercer ce pouvoir choisir et pouvoir d'agir dans les instances représentatives, les organes politiques qui décident ou contribuent à la politique du handicap en France. Et l'idée qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir infuser ces politiques avec notre vécu, notre expertise d'usage pour que, in fine, les décisions, en tout cas on l'espère, qui soient prises, puissent ressembler, correspondre aux besoins réels des personnes, notamment en situation de handicap. Pour préciser du coup, Handy Voice, vous représentez tous les types de handicap ? Alors, il y a des trous dans la raquette, on représente pas forcément tout le monde, en tout cas on essaye un maximum d'avoir des personnes qui sont concernées par plusieurs types de handicaps différents. Moi notamment c'est la malvoyance. Il y a différentes personnes qui sont emplies de leur vécu, si tu veux, de leur expertise d'usage, et qui ont chevillé au corps de vouloir s'investir pour que on puisse faire correspondre en fait les décisions au niveau politique, mais c'est de pouvoir se mettre dans l'action, dans la réflexion, pour participer à ce que, in fine, les choses puissent ressembler au maximum à la vie des personnes et leur correspondre, leur servir au mieux. Ouais, je vois bien, puisque moi, du coup, dans ma vie professionnelle, en tout cas, je plane dans les chiens guides et je fais un peu ce métier-là pour les éleveurs de chèvres. D'accord. Parce que je les défends, je les représente, donc ils sont toujours en général à nos côtés quand on va aux diverses administrations, aux divers ministères, mais du coup, moi, c'est plutôt côté agricole. Okay. Mais je vois assez bien cette influence qui est en fait juste de la remise dans la réalité que de l'influence en tant que telle. Tout à fait. Moi, dans mon travail pour Handy Voice, l'essentiel de ma participation, en fait, se fait activement au CNCPH. On va décrire l'acronyme parce qu'il y a toujours beaucoup trop d'acronymes, beaucoup trop de lettres. C'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées. En fait, c'est de pouvoir travailler un maximum en amont sur les projets de loi avant qu'ils puissent être votés et être quelque part gravés dans le marbre, mais justement de pouvoir le co-construire et faire en sorte que les personnes en situation de handicap ou les associations représentatives puissent justement émettre des avis qui servent ensuite à orienter, amender, ajuster ces textes de loi pour qu'ils puissent être le plus utile aux besoins des personnes. Du coup, moi, de mon côté, je vois tout à fait. C'est un peu le parallèle de ce que je fais dans ma vie professionnelle. Donc, je savais pas que tu faisais tout ça. Et justement, tu t'es engagé là-dedans depuis... parce que Handy Voice, ça a été fondé il y a combien de temps ? C'est en mai 2019, donc c'est une association assez récente. D'accord. En fait, moi, c'est un virage qui s'est opéré en fait il y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a encore quelques années, j'avais un parcours dans l'audiovisuel. D'accord. Ce qui peut paraître paradoxal pour un malvoyant. Tu étais déjà malvoyant ? C'est depuis tout petit ? Comment ça se passe ? Ouais, je l'ai appris quand j'avais 13 ans, mais en fait, c'est quelque chose qui est dans mon génome depuis tout petit. Et donc, c'est un petit bug du génome qui fait que j'ai ce qu'on appelle une maladie de Stargardt, qu'on a remarqué quand j'avais 13 ans, où j'étais, en camp de vacances, et puis le soir, commençais à me rendre compte que je voyais plus rien du tout la nuit. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup interpellé, et je suis allé en parler à mon ophtalmo à la rentrée.
Et puis on l'a mis en perspective avec le fait aussi que j'avais remarqué à la fin de l'année scolaire précédente que j'avais quand même les yeux qui pleuraient beaucoup, beaucoup de fatigue oculaire. Au fur et à mesure de la description de ces différents symptômes, elle a tout de suite compris, et je l'en remercie encore. Elle a pris un rendez-vous avec mes parents à l'hôpital des 15-20 et on a fait ce diagnostic-là, donc de cette maladie de Stargardt, qui est une branche des rétinites pigmentaires. En général, la rétinite pigmentaire, il y a surtout en fait une vision tubulaire. Moi, j'ai un pote qui a ça, il me décrit toujours de façon assez simple. C'est comme si tu regardais dans un petit tube de sopalin. D'accord. Moi, c'est l'exact inverse. Je vois comme un cheval. J'ai une vision périphérique, mais au centre, j'ai rien. Ce qui fait que là, par exemple, je te parle devant mon ordi, j'ai mon écran en face de moi, je vois pas mon écran. Je vois mes mains, je vois pas du tout mon écran. Dans la vision, c'est à peu près à ça que ça ressemble, un poney. Ok. Et du coup, tu me disais que donc tu étais, malgré ta déficience, dans l'audiovisuel en amont de ton engagement pour le handicap. Ouais. En fait, l'idée, ça a été une conversation qu'on a eue avec mes parents. Outre le qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'était qu'est-ce que je vais pouvoir faire en fonction de mes possibilités visuelles. Et donc on est parti, moi un peu à contre-cœur, parce que je me disais mais en fait j'ai pas envie de choisir en fonction de ça en fait. Mais quoi qu'il en soit, il y avait une belle opportunité dans le sens où j'ai toujours été un passionné de son et de musique, et donc au fur et à mesure de la réflexion, des conversations, le truc qui serait vraiment cool, c'est que je puisse faire de la musique, parce que c'est la musique que tu vois ou que tu vois pas, c'est kiff. C'était partir donc dans des études d'audiovisuel pour faire de la musique à l'image. D'accord. Sauf que chasser le naturel, il revient au galop. Je me suis très vite orienté, pas simplement vers la musique, mais vers la création de contenu audiovisuel. Mais c'est vrai que sur le plan de la vue, ça peut paraître assez paradoxal. Et donc, je me suis adapté, si tu veux, au fur et à mesure, avec le concours de tous les intervenants qui sont là et qui vont pouvoir te décrire et toi les orienter vers ce que tu veux et ajuster ensemble, tu vois. Mais en tout cas, t'as eu l'air passionné de ce sujet-là et de ce métier-là pendant longtemps, en fait. Ouais, et aujourd'hui, moi c'est quelque chose que je fais toujours dans le sens où ça c'est de la communication sur le fond. Alors c'était un moment communiquer pour des marques. Là je communique plus pour des marques et je communique pour des causes qui me touchent, qui me tiennent à cœur et qui ont une forte valeur sociale. En tout cas, on voit que t'es hyper dynamique, puisque même si tu dis qu'il y a un petit tournant dans ta vie qui fait que tu t'es un peu du coup orienté vers tous ces projets, mais avec la défense de la cause ou des causes, comme tu le disais. Ouais. Et parmi tout ça, du coup, est-ce que tu peux nous dire, puisque aujourd'hui tu es accompagné d'une chienne guide, comment les chiens guides sont rentrés dans ta vie, quand et comment? Le chien guide, ouais, je connaissais un petit peu comme tout le monde. C'est oui, c'est les chiens qui guident les aveugles, voilà. Bon, c'était à peu près tout. J'en avais pas plus rencontré que ça. Alors, il y a un truc, en fait, c'est que déjà, quand il y a eu le diagnostic de cette maladie, donc j'avais 13 ans, ça faisait déjà plusieurs années que je réclamais un chien à mes parents, et j'ai eu quelque part la chance, grâce à cette maladie qui a été diagnostiquée, la chance de enfin avoir un chien. Parce que forcément, tes parents se disent, bon, ok, on va lui accorder ça, le pauvre loulou, on vient quand même de lui claquer dans la tronche qu'il allait sans doute finir aveugle, donc bon, on va essayer de faire passer la pilule, et j'ai eu un chien. Donc tu as eu un chien à tes 13 ans, c'était un chien guide? Non, c'était un chien de compagnie. Non, c'était un chien de compagnie qu'on est allé prendre à la SPA. C'était un croisé labrador et on ne sait pas trop quoi. Mais c'était un chien qui, clairement, elle était ultra intelligente et elle comprenait très très bien les humains qui vivent autour d'elle. Donc je pense qu'elle aurait pu avoir, si tu veux, la capacité d'être chien guide. Elle s'appelait comment cette chienne? Elle s'appelait Spicy. Spicy. Et quand Spicy est décédé, c'était en, je crois, 2016. Je me suis tout de suite dit, bah tiens, pour le prochain chien, parce que tout de suite, c'était sûr que j'allais reprendre un chien, mais je me suis dit, bah tiens, en fait, pour le prochain, je vais joindre l'utile à l'agréable, et ce sera un chien guide. Surtout que tu étais sûrement devenu indépendant vis-à-vis de tes parents? Oui. J'étais parti sur l'île déjà, ouais. Depuis quelques années. Donc en plus, moi, tu vois, quand j'étais sur l'île, j'avais un tout petit studio d'étudiants, un truc comme ça, donc j'avais pas mon chien. Et donc j'avais absolument l'envie d'avoir un chien avec moi. Mais là, c'était l'idée de joindre l'utile à l'agréable. Et je me suis rapproché de l'école des chiens guides de Paris. Moi, j'étais encore entre Paris et Lille. J'avais mon appart d'étudiant, mais je revenais souvent sur Lille parce que j'étais en alternance et pour voir la famille et trucs comme ça. Et j'ai discuté avec l'école de Paris et assez vite, je me suis dit, bah en fait, parce qu'il y avait aussi la possibilité de contacter l'école des chiens guides de Ronc, juste à côté de Lille, le centre de Porteville. Mais je me suis dit, bah
probablement un chien qui est éduqué et habitué à Paris pourra facilement se faire à Lille quand j'y suis. Tandis que si je prends un chien de Lille et que d'un coup on lui dit voilà la capitale, ok c'est le bordel, il y a le métro, il y a plein de gens, il y a plein de trucs, peut-être qu'il va moins aimer dans ce sens-là. Donc du coup j'ai pris la décision de déposer en tout cas mon dossier à l'école des chiens guides de Paris. Tu as fait ça dans la continuité donc du décès de Spicy, ça t'a pris un peu de temps de réflexion ou c'était assez logique pour toi? Ça s'est fait assez vite parce que de mémoire, il me semble que le décès de Spicy c'était à peu près au mois de mai, je dirais, et j'ai déposé mon dossier à l'école des chiens guides de Paris au mois de septembre. Oui, d'accord. Donc ça s'est fait assez rapidement. Et par la suite, du coup, donc j'ai rencontré l'école des chiens guides de Paris, qui m'ont un petit peu expliqué la démarche que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que on n'allait pas te remettre un chien en disant tiens voilà cadeau, merci au revoir, mais c'était que avant de te remettre un chien, l'idée c'était de pouvoir te comprendre et te connaître pour que on puisse te remettre un chien qui soit le plus en adéquation avec qui tu es, ton style de vie, ta façon de te déplacer. Donc du coup, il y a eu différents rendez-vous avec psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, j'en passe, je pense, qui ont servi justement à un peu profiler, comprendre tout ça. Et quand même, il m'avait annoncé que j'avais un profil assez atypique dans le sens où je bouge vraiment beaucoup, je sors pas mal, je bouge en plus régulièrement entre Paris et Lille, j'ai pas mal de caractère aussi. Et donc du coup, il m'avait dit voilà, ça peut être à double tranchant cette histoire, dans le sens où potentiellement, si on a un chien un petit peu atypique qui va vous correspondre, et comme vous êtes pas beaucoup dans ce cas-là, soit il va vous venir très vite, soit ces chiens atypiques on n'en a pas beaucoup, comme les maîtres, donc il vous va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Je me disais ok, donc je vais peut-être devoir prendre mon mal en patience. La perspective d'avoir un petit loup avec moi ne va peut-être pas être tout de suite. Dans l'attente, toi, tu t'es dirigé avec une canne depuis la perte un peu de ta vue, ou comment ça se passait pour te diriger? J'ai été initié à la canne grâce justement à l'ergothérapeute que j'ai rencontré à l'école des chiens guides de Paris. D'accord. Avant, tu avais pas forcément l'aide de la canne, ou alors tu étais moins habile peut-être? Ah non, avant rien du tout. Rien du tout. Je galérais dans mon coin, mais ça m'allait bien, tu vois. Genre comme ça, on voyait pas trop que j'étais malvoyant. J'en parlais pas trop. Et je galérais dans la rue. J'avais mes petites techniques. En gros, je fais genre en général que je regarde, si tu veux, le fronton des magasins sur le trottoir d'en face. Mais en fait, comme moi, j'ai une vision que périphérique, ça fait que je regarde dans mon angle droit, et l'angle droit, c'est ce qui est devant moi, en fait. D'accord. Donc, je bricolais des techniques comme ça, ou pour faire en sorte que ce soit les gens qui se poussent dans la rue quand je marchais. Ce que je faisais tout simplement, c'est je faisais genre d'être hyper concentré sur mon écran de téléphone, alors que je voyais rien devant moi, tu vois. Mais du coup, les gens se disent, ah ouais, lui, il est pas attentif, donc on va se décaler. Tu vois, c'était vraiment des techniques de bricoleur pour faire en sorte que mes déplacements soient pas trop galères et que je percute pas des gens, tu vois. Bon, ça c'est pour les gens ça marche, pour les poteaux, pour les poubelles dans la rue ça marche un peu moins. Oui, elle se déplace pas malheureusement sur ton passage malgré. Non, c'est dommage. Les poubelles sont pas attentives du tout aux autres, c'est vraiment pas cool. Tu as découvert la locomotion avec la canne en t'adressant du coup à l'école de Paris, puisqu'il y a aussi des instructeurs de locomotion qui, avant de te remettre un chien guide, le chien guide, je le dis souvent, c'est pas le chien qui fait tout. Il y a aussi une grande part d'analyse de la part du déficient visuel, d'analyse de la situation, des carrefours, des choses comme ça. Et donc l'instructeur en locomotion, comme tu le disais, le chien guide ne t'est pas remis tout seul comme ça et vaille que vaille, mais en tout cas il y a bien toute la phase de préparation et on t'apprend à t'orienter en tout cas avec une canne, ce que tu as appris avec l'école des chiens guides du coup dans ta démarche pour avoir un chien guide. Ouais, tout à fait. Et l'idée, c'est que finalement ton chien, il peut-être, on lui souhaite pas, mais peut-être que il va être malade ou indisposé un jour, ou tu l'as amené chez le véto et ils doivent le garder, donc tu dois te débrouiller pour rentrer chez toi après. Donc l'idée, c'est d'avoir ce backup de la canne et de savoir t'en servir. Honnêtement, j'avoue que j'ai dit oui, ok, ça marche, je fais la canne. Et le jour où j'ai eu le chien, j'ai laissé la canne dans le placard. Mais c'est sûr qu'à côté de la canne, c'est tellement un truc de dingue, le chien. Enfin, c'est toute une autre philosophie. Pour avoir fait un petit peu de la canne, tu détectes un obstacle parce que
tu tapes dedans. Alors, tu tapes pas dedans avec le front, mais tu tapes dedans avec le bout de la canne. Un chien, le principe, c'est que il va faire en sorte de passer à gauche ou à droite, ou à t'indiquer bien avant que tu puisses même toucher cet obstacle-là. Et donc, du coup, ça change toute ta philosophie de déplacement. Parce qu'il y en a un, c'est boum, je tape. Ah oui, c'est quoi? Alors, je repère. Ah tiens, c'est une poubelle. Non, là, c'est un poteau. Tandis qu'avec le chien, il y a rien, quoi. C'est hyper fluide, c'est rapide, c'est facile. Bernadette me disait même qu'au final, avec le chien, tu ne sens pas les obstacles, tu ne sais pas qu'il y en a, Bah ouais. puisque soit c'est des humains et en effet ils sont évités ou les humains évitent votre binôme, soit en fait le chien fait en sorte de... Alors certes, tu ne marches pas forcément très droit, puisque tu suis ton chien qui fait d'éventuels slaloms entre les obstacles, Tout à fait. mais tu ne conscientises pas le type d'obstacle que tu as rencontré, contrairement avec la canne où, comme tu le dis, c'est à toi de faire le boulot de « Ok, j'ai tapé un truc, c'est haut, c'est bas », et ce qu'on disait aussi souvent, c'est que la canne, tu fais l'essuie-glace de droite à gauche avec la canne sur le sol, mais tous les obstacles qui sont entre le sol et ta tête, qui est plus haut bien sûr que le sol. Ah, surtout que moi, je fais 1m93, donc... Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'étais sur les 1m90, j'étais pas loin. Mais en effet, entre le sol et 1m93, il peut y avoir beaucoup d'obstacles qui sont pas détectables à la canne et au sol en tout cas. Donc c'est sûr que le chien c'est tellement puissant et tellement différent dans ta stratégie de déplacement. Ouais, comme tu le disais très bien, la canne, tu vas repérer les obstacles. Avec le chien, ça te glisse dessus, c'est même pas des obstacles quoi. Bon après, si il y a aussi des choses qui sont des obstacles parce que par exemple un trottoir qui monte ou une volée d'escalier qui descend ou des choses comme ça, ça pour le coup elle va t'arrêter de le signaler. Oui, parce qu'il y a une action de ta part quand même à faire. Il faut que tu descendes des escaliers, montes des escaliers et que c'est pas. Oui, non, je ne monte pas dans pas la sur son continue. dos comme un poney pour les escaliers. Mais c'est beaucoup plus doux, c'est-à-dire que elle va repérer avant qu'il y a un obstacle devant nous, et tu sens déjà 1 mètre, 2 mètres avant l'obstacle qu'elle ralentit, parce que tu lis ton chien au fur et à mesure. Enfin, c'est instinctif comme truc. Tu comprends ce qui se passe, et déjà tu te dis ok, donc il y a quelque chose, et hop, tu vas sentir un petit sautillement, si tu veux, dans ta barre de guidage, dans ton étrier, et une légère montée. Et en fait, ça veut dire que elle a mis ses pattes avant sur la marche et qu'elle a bloqué. Et l'action de bloquer, ça t'as un tressaillement, ouais, dans le. Et quand tu parles d'étrier, c'est pas l'étrier dans lequel tu mets les pieds comme sur un cheval, hein. Non, ouais, je parle beaucoup de poney ce matin. C'est bien l'étrier, donc c'est la partie du harnais de guidage que tu as toi en main et qui te relie à ton chien. C'est ça dont on parle quand on parle d'étrier avec les chiens guides. Absolument. C'est cette barre rigide qui me permet en fait d'être justement en connexion avec elle et de pouvoir sentir la moindre position de son corps. Est-ce que sa tête part à gauche, à droite, ou est-ce que c'est juste une petite montée parce que elle a mis ses pattes pour un escalier, ou est-ce que t'as un micro ralentissement parce que là elle fait un peu gaffe entre deux trucs. Voilà, c'est cette espèce de lien qu'on a tous les deux pour que moi je puisse interpréter ce qu'elle me dit avec le corps, tu vois. Alors, entre le moment où tu déposes en septembre 2016 ton dossier à l'école de Paris, tous ces échanges et ces cours, et le moment où on te dit que c'est bon, tu es prêt, et j'imagine qu'on te présente quelques chiens éventuellement pressentis pour toi, comment ça se passe tout ça entre septembre 2016 et la suite Donc ça, c'était en septembre. Donc il y a eu les rendez-vous que tu viens de dire. Et puis un jour, je rentrais de vacances. J'étais parti à l'étranger, donc j'avais coupé complètement mon téléphone et tout. Et là, forcément, t'allumes ton téléphone, ça ping dans tous les sens. Et truc de fou. Genre, j'avais un message vocal, je m'attendais pas du tout. Et là, oui, bonjour, c'est Julie de l'école des chiens guides de Paris. Voilà, on vous appelle. Donc déjà, t'as le smile parce que tu dis, oh putain, chien guide de Paris, ok. Moi, j'ai le smile quand on t'appelle. Ouais. Et on aurait peut-être une petite louloute pour vous, une bergère. J'ai genre, oh, trop bien! T'avais une préférence sur la race? Une préférence, oui, parce que en fait, dans mon idée, j'adore comment ça s'appelle, le berger suisse, qui est comme un berger allemand, Mais tout blanc. mais tout blanc. Mon copain avec qui j'étais à l'époque, lui, avait été élevé quand il était petit avec un berger allemand. De toute façon, t'as beau avoir des préférences ou des idées d'eux, moi, ce que je leur ai bien dit, je leur ai dit, moi, ce que je veux, c'est un chien qui me corresponde, mais corresponde sur des critères de mode de vie, de vitesse de déplacement, de caractère, mais qu'il soit blanc ou berger allemand ou labrador ou je sais pas quoi, enfin, on s'en fiche. Sinon, je vais dans un élevage et je vais choisir un chien pour ça, mais c'est pas du tout la démarche. Et du coup, donc j'ai rencontré ce berger allemand, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est parfait, on va pouvoir en parler maintenant. Et donc finalement, c'est pas forcément un berger blanc suisse qu'on te présente, mais c'est une bergère. Donc c'était septembre 2017, je crois.
j'ai rencontré cette petite louloute, donc qui s'appelle Loya, qui aujourd'hui a 5 ans, mais à l'époque, elle avait 2 ans et demi. En fait. Et en fait, c'est le seul chien qu'on m'ait présenté. D'accord. Ça a bien matché tout de suite. Alors, j'explique ce pourquoi elle avait 2 ans et demi, parce que normalement, un chien guide, ça se remet plutôt autour des 1 an du chien. 1 an et demi. Là, elle avait 2 ans et demi parce qu'elle avait déjà eu 2 premières expériences avec 2 maîtres avec qui ça s'était pas très très bien passé. Le premier était une personne, au final, dans la vie de tous les jours, n'était pas suffisamment dynamique. Et Loya, elle est quand même très dynamique. Ok. Et puis la deuxième personne, c'était une personne très dynamique pour le coup. Par contre, elle avait le défaut majeur d'habiter à côté d'une forêt. Loya étant quand même très intelligente, elle avait une fâcheuse tendance à pas vouloir trop travailler parce que rester dans le jardin et dans la forêt, c'était quand même beaucoup plus marrant. Et donc c'est là où on voit bien tout ce qu'on illustre et dont on parle souvent, à savoir que c'est un vrai binôme qu'on construit. Et donc c'est pour ça qu'à 2 ans et demi, puisque la chienne appartient toujours à l'école même quand elle est confiée à un déficient visuel, Ouais. Elle t'a donc été présentée puisque ça n'avait pas matché comme tu le dis. Ça n'avait pas encore matché, ouais. Et du coup, ils me l'ont présenté. Alors d'abord, je suis allé passer une après-midi à l'école des chiens guides de Paris où on a fait une petite balade dans le quartier. Et là, c'était véritablement la première fois que j'essayais le chien guide. Mm-hmm. Et c'était trop chou, je m'en souviens encore. C'est marrant, ça m'émeut, tu vois, d'y penser. Mais je me souviens de cette première rencontre où on était allés marcher tous les deux. Je vais arrêter de faire ma pleureuse, là. Et on était allés marcher tous les deux et on était passés sur un trottoir sous un échafaudage. Et je me souviens de sa bouille qui me regarde comme ça, elle a l'air de dire... parce que faut savoir que mon chien a toujours une voix. Elle parle. Il a l'air de dire ça va, ça passe. Tu vois, et c'était trop mignon de voir cette petite bête qui a ce questionnement de dire est-ce que ça va passer, enfin faut quand même que je gère le truc quoi, enfin on fait pas n'importe quoi. Et elle était trop chou et j'ai vu sa petite bouille se retourner vers moi et c'était énorme comme truc. Et d'un coup tu te dis mais ça va être génial parce que il y a et c'est en ça que c'est pas du tout un outil, c'est que il y a cette intelligence du chien et qui te capte, qui te comprend, qui te connaît au fur et à mesure et qui fait attention à toi et qui pense pour toi, tu vois, enfin avec toi, et c'est génial, je trouve. Et je me souviens très bien de ce premier moment qu'on avait passé ensemble. Et après, donc ils ont proposé de me prêter Loya en statut de chien de compagnie, si tu veux, pendant à peu près 2 semaines. Donc 1 semaine sur Paris, et puis après on était allé passer 1 semaine sur Lille, pour que dans ma vie quotidienne, je vois justement ce relationnel avec Loya qui a beaucoup de caractère et qui est à la fois genre une super chienne guide, tu vois. Ok. Donc Loya est rentrée dans ta vie et te guide depuis fin 2017. Donc ça fait 3 belles années que vous avez déjà passé ensemble et je pense que vous en avez fait des choses puisque tu nous as parlé des voyages que tu faisais avant d'avoir Loya et je pense que ce n'est pas à l'arrivée de Loya dans ta vie ou dans votre vie avec ton compagnon qui vous a freiné en tout cas. Ah non, point du tout. On a fait encore plus de trucs parce que déjà, je faisais régulièrement des allers-retours entre Paris et Lille et des choses comme ça en autonomie pour le boulot. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu fatigant parce que tu dois te débrouiller avec toutes ces techniques de bricolage, etc. Mais là, c'était devenu encore plus facile. Donc, cet élan et ce dynamisme, il est encore plus vrai quand t'as un chien guide parce qu'il est décuplé, si tu veux. Il est facilitant pour ça. Et donc, on a continué à faire justement tous ces déplacements. Et puis, par ailleurs, ouais, moi, je voyage beaucoup avec ma famille ou mes potes. Et donc du coup, on est parti. Le premier voyage qu'on ait fait avec Loya, je crois qu'on était allé à Lisbonne. On a fait d'autres voyages aussi depuis Copenhague. On est allé aux États-Unis aussi, ça c'était trop cool. On a fait du ski parce qu'en fait ma sœur elle est guide de ski pour les personnes handicapées dans une association aux États-Unis. Et donc du coup, quand on se voit, c'est aussi pour faire du ski ensemble en binôme. Et là on était en trinôme parce que il y avait Loya vu que c'était la fermeture des pistes, en train de courir sur la piste, elle était comme une ouf. Donc voilà, je sais plus trop ce qu'on a fait d'autre comme voyage. Mais on a quand même entendu parler de toi un peu à Marseille. Ah ouais, et ouais aussi. Oui, c'est vrai que c'était un voyage à Marseille, t'as raison. Le binôme Arthur et Loya a quand même pas mal été médiatisé. Alors, je suis forcément plus sensible à ce genre de communication puisque je baigne dans cet univers des chiens guides et j'étais vent debout contre ce qui t'est arrivé aussi. Mais fin septembre 2018, si je me souviens bien, ouais. Lors sûrement d'un voyage... Alors par contre, je connais pas le contexte de ton voyage à Marseille, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose à Marseille à Monoprix.
Pour te faire le contexte, on était simplement parti avec un de mes potes en week-end chez son frangin qui habite à Marseille. Et en arrivant là-bas, en fait, on veut tout simplement aller faire des courses pour ramener l'apéro pour son frère et sa copine. Et donc, on va dans un magasin Monoprix. Alors, on dit Monoprix, mais ça aurait pu être éventuellement C'est d'autres. absolument ce que j'allais dire. Ça aurait été... Franprix. Donc, on en cite 3. Franprix ou Carrefour, voilà. Et ça aurait été exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas une question d'enseigne, à mon avis, bien que ce soit quand même de leur responsabilité de former et d'informer leurs salariés, mais c'est surtout une question de personne, où là, en rentrant dans ce magasin précis, on a fait la malheureuse rencontre d'un gars qui s'est présenté comme le gérant et qui nous a dit non mais par contre le chien dehors. Là j'ai gardé mon calme, je lui ai expliqué que c'était pas un chien, il fallait pas le voir proprement dit comme ça. Enfin c'est mes yeux en fait, je suis malvoyant et j'en ai besoin pour me déplacer. Donc là tu dois te justifier de tout devant tout le monde parce que le gars dit ouais mais vous êtes avec un ami, vous avez pas besoin de votre chien il peut rester dehors. Je dis ouais mais en fait moi j'ai envie de pouvoir marcher seul entre les rayons, j'ai pas forcément envie de m'adosser à l'épaule de mon ami ou puis mon ami il a des courses à porter, son sac, son truc, enfin je veux dire ça n'a même pas cet argument à rentrer en ligne de compte. Donc mon chien, il a tout à fait le statut et le droit de pouvoir rentrer à mes côtés dans le magasin. Tu vois, j'ai essayé d'argumenter le truc. Après, quand les arguments marchaient pas, je lui ai présenté les textes de loi que j'ai toujours sur moi parce que c'est un kit qui nous est distribué quand on reçoit le chien par l'Association nationale des maîtres de chiens guides. J'ai essayé de lui présenter ça, malgré le fait que je lui ai montré, lui ai expliqué qu'il y avait quand même potentiellement, c'était hors la loi, qu'il y avait une amende, des trucs comme ça. Le mec veut même pas regarder. Bon bah voilà, au bout d'un moment, si tu veux, la discussion s'amplifie, continue. Part en live parce que lui il voulait pas du tout considérer que on puisse rentrer avec un chien dans son magasin parce qu'il y a vraiment un côté très perso au bout d'un moment. C'est ce qu'on dit, c'est pas l'enseigne en tant que telle. J'ai aussi beaucoup d'expériences comme ça et avec la difficulté d'expliquer en plus que non, ni mon compagnon ni moi-même sommes malvoyants, puisqu'on est là pour former ces chiens-là avant qu'ils guident quelqu'un. Il faut c'est pas le jour où tu obtiens ton certificat à guider que tu vas découvrir ton premier Monoprix ou ton première grande surface. C'est un peu la même chose que quand tu apprends à conduire. C'est pas le jour où tu as ton permis de conduire que tu montes dans ta première voiture pour la conduire. Un peu pareil. Mais en effet, c'est plus une question de personnes et après c'est de la méconnaissance. Moi, je leur en veux pas, mais c'est surtout quand on essaie de leur expliquer derrière qu'il faut avouer que chacun ne connaît pas toutes les petites exceptions, même si j'espère qu'elle est connue de plus en plus. Mais en tout cas, c'est ce qui a été le cas à Marseille pour toi et ça a été, il me semble aussi assez violent. Ah ouais, parce que là, si tu veux, c'est la première démarche justement d'expliquer, mais le mec n'a absolument pas voulu comprendre ni entendre quoi que ce soit. Ce qui est super dommage, c'est que je lui avais présenté et expliqué tout avant, si tu veux, mais il a voulu rien entendre. Et après, c'est parti, si tu veux, dans quelque chose de beaucoup plus violent, parce que moi, de mon côté, je savais que j'étais dans mon bon droit et je suis resté aussi ferme sur mes positions. Là encore, j'ai un peu de caractère, mais je suis pas rentré, si tu veux, dans cette espèce de violence que lui a employée. Parce qu'ils sont arrivés au moment où, avec son vigile, ils ont fini par détacher la laisse du chien et le prendre par la barre de guidage, ce qu'il faut par ailleurs pas du tout faire, et la pousser par cette barre en dehors du magasin. Et te laisser là, toi, un peu paumé au milieu du magasin. Donc moi je le suivais parce que de toute façon il était en train de beugler dans le magasin là, donc c'était assez facile de repérer où il était. En plus mon chien, il faisait du bruit, je l'entendais, enfin elle était pas bien du tout elle. Et donc là tu te fais carrément retirer ton chien et le mec il te laisse comme un con au milieu du magasin. Et c'est violent physiquement, mais c'est encore plus violent psychologiquement parlant, dans le sens où tu te dis mais le mec, en fait, il emploiera tous les moyens possibles pour te foutre dehors et ne surtout pas accepter ta différence, en fait. Et ça, c'était vraiment sur le fond, le truc qui était bouleversant là-dedans, parce que tu te dis, mais okay, le handicap, il te limite parfois pour certaines choses visuelles, mais l'essentiel du handicap, c'est quand même une cause exogène, extérieure à ta seule capacité visuelle. C'est cette
difficile ou pas du tout d'adaptation, quoi, tu vois, à la différence de la personne, et ça se voit là dans un Monoprix, mais quand tu vas sur un site internet et que le site internet n'est pas accessible, ou quand tu vas dans un bâtiment et que il y a pas de bande en relief devant un escalier et que tu te dis potentiellement plein de personnes malvoyantes peuvent se péter la gueule parce que c'est pas signalé de la bonne façon, et ça c'est parler que du handicap visuel, parce que la grosse partie du handicap, ça vient justement de cette incapacité ou involonté d'adaptation de la part de la société au sens large. Et du coup, c'est vrai que ça a eu pas mal d'écho, parce que voilà, c'est vrai que c'est très violent, le fait de te retirer le chien, enfin c'est voilà des choses quand même. Cependant, comme tu le disais, il y a l'association des maîtres chiens guides, la NM Chien Guide, qui est là aussi pour se battre pour l'accessibilité des chiens guides auprès de vous dans les lieux publics, vu que c'est inscrit dans la loi. Moi aussi, j'ai les petites lois. Alors moi, elles m'ont été confiées par Audrey, qui est une famille d'accueil dont on a parlé le mois dernier. Ouais. Et ça fait partie des choses. Alors, j'avoue que j'ai un Monoprix à côté de chez moi. On est 2 familles d'accueil et relais dans le même quartier, donc on les a eus à l'usure. Okay. Mais voilà, maintenant, en plus depuis l'affaire, j'avoue que la chaîne et tout le groupe, en tout cas, dont fait partie Monoprix, a bien mis les écriteaux à l'entrée, donc on peut leur dire regardez sur votre devanture. Ça leur a fait une bonne piqûre de rappel. Voilà, mais en dehors de ça, c'est plus général. Bon, alors aujourd'hui avec le Covid, les restaurants sont pas ouverts, mais moi j'ai eu pas mal de difficultés parfois dans des restaurants. Si ce n'est que j'ai toujours réussi au final malgré la moue des gérants, on va dire, voilà, ça amène des gens qui boudent ou des gens qui me considèrent même plus derrière. Notamment, je me souviens, parce que en plus je suis une femme, donc si tu veux, je cumule un petit peu plus pour certains. Et je me souviens d'un McDo où voilà, on était entre amis en plus, un groupe de jeunes tranquilles qui vient manger un McDo, et très très agréable, vraiment le mec de la sécurité. Ouais. L'agent de sécu qui arrive et qui dit le chien. J'ai dit oui, bonjour, c'est un chien, en effet, jusque là tout va bien. Oui, dehors. Je fais non, excusez-moi, alors en effet, c'est pas forcément connu, mais vous voyez, il a une veste bleue, il y a marqué élève chien guide, mais dehors c'est un chien. Ok, donc on reprend les textes de loi, on lui montre, et là il s'en va. Tout le monde était en train de commander, et moi j'étais là, ok, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir avec 15 personnes, le gérant, je sais pas quoi. Et en fait, pour protéger son ego, il est allé lire ces règles-là dans son local d'agent de sécu. Okay. Il est revenu, il m'a pas dit un mot. D'ailleurs, il m'a même pas adressé la parole, vraiment du tout. Il est revenu, il m'a tendu les règles que je ne voyais pas parce que j'étais entre amis, donc on discutait en attendant nos commandes. Et c'est tout. En fait, il avait dû accepter, il avait compris ce qui était écrit sur le papier, donc c'était déjà bien. Pour autant, t'as aucun mea culpa derrière. Mais rien du tout, mais même pas désolé. Ce que tu décris, c'est le schéma classique. C'est ça. Alors en plus, le côté de le chien, ou monsieur, moi ça commence comme ça, t'es monsieur. Et t'es genre, ouais, et donc, genre, vas-y, continue ta phrase, parce qu'en fait, là, juste monsieur, ça veut rien dire. Ou le chien. T'es genre, oui, donc, ouais, effectivement, c'est un chien. Okay. Et donc, so what? C'est vraiment ça. C'est qu'au début, genre, t'as aucune, tu vois, ouverture dans la communication de tiens, je te pose une question ouverte. Comment ça se fait que vous ayez un chien dans le magasin? Non, c'est tout de suite le chien dehors. Oui, ou alors il va falloir le porter. Et moi, je regarde le chien qui fait 35 kilos à mes côtés. Je fais non, en fait. Ça va pas le faire. Voilà. Ce que tu décris après, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait entendre raison à la personne et qu'elle a vu qu'en fait c'était elle qui n'était pas dans son bon droit, après c'est ok. Oui. Et t'as rien. Et t'es là genre ouais, mais en fait genre tu viens de me pointer du doigt devant tous les clients d'un magasin, de me prendre la tête pendant 5 minutes, et derrière, il y a même pas un petit mot de « Ah, excusez-moi, maintenant je saurai pour la prochaine fois ». Alors, des fois, ça arrive. Enfin, moi, j'ai eu le cas où des fois, tu rencontres les agents de sécurité qui sont pas forcément au courant. Alors, en plus, je sais pas si tu vois... Enfin, tu dois pas voir, toi, la différence puisque tu n'as eu que Loya. Mais moi, ayant eu différentes races, je sais qu'avec le berger blanc suisse ou le berger allemand... c'est moins facile d'expliquer que c'est un chien guide parce que en général, et ça mon conjoint a beaucoup de succès avec les agents de sécurité quand on a des bergers allemands, puisque moi aussi j'en ai un. Oui, enfin le vôtre il a pas le même rôle que le chien guide. Et en effet, souvent en fait il y a j'ai envie de dire, il y a deux rangées. Tu rencontres les agents de sécurité qui sont pas forcément, qui ont pas forcément en tête cette petite ligne. Et enfin, moi, je leur en veux pas. À partir du moment où je leur explique et qu'ils comprennent, ça me dérange pas. Et puis, au contraire, ils ont appris quelque chose, donc tant mieux. Par contre, des fois, tu rencontres voilà, l'agent de sécu qui te dit non, qui te dit qu'il est allé voir son chef, qui te dit non. Tu dis, je veux voir le chef. Et le chef, quand il voit que c'est un élève chien guide, il dit, ah bon? Mais moi, on m'avait juste dit que c'était un chien.
Oui, en effet, la première chose, c'est que son espèce, c'est bien un canidé, c'est bien un chien, mais derrière, il a un autre rôle pour sa vie future. Bon, ben en tout cas, le Monoprix de Marseille, oui, a mis en valeur le binôme que vous formiez et la méconnaissance de certaines entreprises. Pas vraiment eux qui l'ont mis en valeur, parce que du coup, nous, si tu veux, en fait, mon pote qui était avec moi, lui, il a tout de suite eu le réflexe de filmer ce qui était en train de se passer. Et en regardant la vidéo, alors au début, si tu veux, j'avais pas envie de diffuser ce truc-là, parce que je lui dis, ouais, ok, t'es gentil, t'as pris une image, effectivement, c'est scandaleux, mais je vais pas aller mettre ça sur Internet, parce que, enfin... Et puis en plus, c'était que la deuxième partie de l'échange, c'est ce que tu nous disais, c'était Ouais. l'échange plus corsé, on va dire. Il y avait eu déjà un petit peu de négociation, plus calmement en amont. Et puis je trouve ça toujours un peu, tu vois, embêtant de dire bah ouais, on va parler du handicap, peut-être sur les réseaux sociaux et trucs comme ça, publier une vidéo, mais c'est encore une fois pour mettre ça, si tu veux, en parler de façon un peu problématique, difficile. Tu vois, et c'est pas forcément les valeurs qui sont intéressantes à véhiculer, parce que je pense qu'au contraire, il faut qu'on change les regards et qu'on comprenne que derrière le handicap, il y a de la capacité, il y a des personnes. Ah ouais, Sandek, il y a une personne en fait. Et du coup, ça m'embêtait un peu, mais en regardant le truc, j'étais là, mais en fait, c'est un cas d'école ce que fait ce monsieur. Malheureusement, ça part beaucoup trop loin. Mais le fait que je lui montre les documents, parce que ça, de mémoire, je crois qu'on le voit dans la vidéo, et le type d'argument qu'il utilise, et même l'inaction des personnes autour, etc. C'est assez cas d'école, pédagogiquement parlant. C'est intéressant parce que on va pouvoir enfin mettre du son et des images là-dessus et faire comprendre. Ça va devenir réel, même si c'était déjà réel, mais dans la tête des gens, ça va devenir réel et plus palpable, quoi. Non, puis montrer que ça peut aller très loin envers la personne, envers le chien, alors que tu es dans ton plein droit, et c'est ça qui est un peu révoltant, quoi. Mais après, tu t'es quand même rattrapé avec des communications beaucoup plus positives suite à tout ça. Ah oui. Bon, là, la première, l'entrée en matière était un peu du rail, quoi. Bon, après, j'ai fait, comme tu le dis, d'autres communications, des conférences, des trucs comme ça. Mais cette première-là a fait quand même beaucoup de vues sur Internet. Oui. Soit sur mon compte Facebook ou sur les interviews Combini ou Brut ou en téloche ou trucs comme ça. Du coup, c'est quand même celle-là qui reste beaucoup dans la tête. Mais effectivement, après, j'essaye de pouvoir, on part de ce point de départ-là, qui est pas forcément celui que j'aurais voulu. C'était pas calculé, c'est comme ça. Il fallait le faire. On l'a diffusé. Mais maintenant, on peut un peu corriger le tir et véhiculer d'autres messages, d'autres valeurs, d'autres facettes du handicap. Mais c'est ce que tu as fait d'ailleurs, il me semble, juste un an après, quand tu es allé au TEDx à Vincennes. Du coup, on a pu faire cette conférence-là pour justement véhiculer un petit peu d'autres messages sur qu'est-ce que c'est que ma malvoyance, à quoi ça ressemble dans mon regard, mais qu'est-ce que ça me permet quand même de faire, qu'est-ce que l'OIA me permet de faire. Voilà, c'était diffuser plein de petits messages comme ça, l'adaptation aux uns et aux autres qu'on doit avoir et continuer à développer dans nos sociétés. Passer tout plein de messages qui me tiennent à cœur, et c'était génial. Délivrer des messages en 15 minutes, c'est vraiment le challenge aussi, le défi de ces TEDx, c'est délivrer des messages impactants en très peu de temps. Ouais, tout à fait. Et du coup, on n'a pas trop parlé du lien entre nous. Alors, moi, j'ai vraiment suivi un peu tout ça de loin, et puis comme tu disais, t'as pas mal communiqué. Alors, j'ai pas rencontré Loya en tant que telle en vrai. Cependant, elle avait été mise à l'honneur à l'été 2017, donc en fait juste avant votre remise, puisque il y avait eu un jeu entre les éducateurs de l'école de Paris pour communiquer sur les différentes races et puis sensibiliser toujours plus à la cause des chiens guides. Et Loya était la représentante de la team berger allemand. C'était l'éducateur de Loya, Thibaut, qui avait présenté à cette occasion-là un peu qui était Loya, qui nous disait que du bien d'elle, en tout cas, ça c'est sûr. Loya, c'est son coup de cœur à Thibaut. Il m'en parle toujours en disant Loya, c'est peut-être un des je sais pas si on peut le dire, mais peut-être un des meilleurs chiens qu'il ait éduqué. Je sais qu'il s'est beaucoup battu justement parce que quand même la question se pose de se dire est-ce qu'on va pas réformer le chien, parce que peut-être il est pas apte pour bosser, et lui je sais qu'il s'est battu corps et âme pour que la louloute elle puisse bosser, parce que il sait que c'est un super chien, comment dire, dans la relation et techniquement dans le travail, il y croit à mort, et il adore ce chien, et on continue parce que Thibaut c'est devenu un de mes potes maintenant. Il est parti maintenant en Irlande et il éduque des chiens guides et d'autres aussi chiens d'assistance dans une association irlandaise, mais on continue à rester en contact. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle avait fait un petit peu donc je mettrai une image du sac, il y avait eu des tote bags, des sacs en tissu
à l'image de Loya, colorée. Du coup, c'était très sympa et c'est comme ça que j'avais C'était trop entendu cool, ouais, c'était un peu pop art, c'était top. c'est ça, c'est ça. Donc j'avais un petit peu entendu parler d'elle et c'est vrai que bah voilà, j'ai réentendu parler d'elle malheureusement du fait de cet épisode à Marseille, mais plus positivement comme tu le disais par rapport au TEDx à Vincennes, etc. Et justement, je voulais te demander, mais je pense que tu nous en as déjà beaucoup partagé, mais s'il y avait quelque chose de particulier que tu aimerais nous partager, quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert au final dans cette aventure avec les chiens guides aveugles. Et en fait, c'est un petit peu ce que je dis qu'à un moment dans la conférence TED, c'est d'être venu visible. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur avant, c'était vivons heureux, vivons cachés, et je bricolais des trucs avec mon téléphone, avec je fais genre je regarde la façade d'en face sur le trottoir, alors qu'en fait et tous ces trucs-là, à la fois, ça me permettait de passer un peu sous les radars et donc de me protéger moi-même en me disant non, tu vois, enfin je suis pas si différent, j'ai pas de handicap vu que j'en parle pas et je le montre pas. Est-ce que c'était parce que tu considères que tu n'avais pas accepté ton handicap ou comment tu Ah vois? oui. Ouais, très clairement, j'avais pas accepté le truc et ce que j'ai appris, c'est que grâce à mon chien guide, je suis devenu quand même plus visible. Et ce que j'adore moi dans l'expérience du chien guide, c'est que t'es pas juste visible, mais c'est que t'es remarquable dans le sens où en général, les gens quand ils comprennent que tiens, c'est un gars qui est sans doute aveugle qui vient de les doubler dans la rue. Enfin, tu vois tout de suite, c'est genre ah waouh, t'as une autre approche sur la vision en fait que tu pouvais avoir du handicap et que là d'un coup avec un chien guide ça paraît rapide, ça paraît fluide, ça paraît beau en plus, tu vois, enfin genre c'est beau, c'est mignon, c'est sympa et du coup t'as une espèce de petite modification qui s'opère là-dedans et je trouve que le regard des gens se pose sur toi un peu différemment, il me semble. En tout cas, ce qui est absolument sûr et certain, c'est que mon regard sur moi-même et sur mon handicap s'est posé tout à fait différemment parce que j'étais justement dans cette action, ce dynamisme, ce mouvement, cette facilité, cette fluidité, plus d'obstacles ou en tout cas moins d'obstacles. Et donc du coup, j'ai pu avoir un regard, tu vois, un peu plus positif sur le handicap et que j'ai pu accepter en fait. Et et tu vois, je pense, enfin, au fond, ouais, ça m'a rendu ça acceptable quoi, ça m'a rendu ça plus doux, plus Hmm. ouais, avec Loya je veux bien le faire, tu vois. Oui, du coup, tu t'es révélé à toi-même en fait dans un futur qui est un peu différemment de ce que tu avais perçu quand la nouvelle est tombée et quand tu avais 13 ans, quoi. Ouais, et puis là tu sais que c'est un compagnon qui va pouvoir je sais pas, moi j'y vois un truc de pardon, c'est un compagnon qui t'accompagne aussi, tu vois, dans cette perte de vision, mais qui sera en capacité de pouvoir t'accompagner là-dedans et t'y vas avec plus de sérénité, quoi. Enfin, c'est jamais facile, mais au moins tu sais que t'y vas pas tout seul et que c'est faisable, tu vois. Que tu seras jamais seul, du coup. Ouais, c'est ça qui est trop cool. Bon, mais en tout cas, on comprend d'autant plus ce tournant qui a été dans ta vie aussi, de mettre à profit toute ta passion pour l'audiovisuel et la création artistique, au profit des causes, en fait, que de ce fait, tu n'acceptais pas forcément en amont de Loya. Et Loya a révélé cette vraie partie un peu combative en toi aussi. C'est ça qui est, en fait, c'est combatif. Je pense que il y avait ce côté, tu vois, combattant et dynamique, mais que grâce à Loya, j'ai pu le faire pour moi, si tu veux. Par exemple, tu vois, je pense que ce cas de discrimination qui s'est passé au Monoprix, ça serait arrivé pas avec un chien, mais avec une personne qui, tu vois, des cas de discrimination que j'ai pu, par exemple, connaître dans le boulot, où c'est pas facile quand tu es une personne en situation de handicap, notamment aveugle, d'accéder à un emploi, où parfois on peut te dire aussi, ou te faire comprendre que il va falloir partir parce que ça va pas le faire dans un job. Là, c'était moi, si tu veux, et ça m'impactait différemment et c'est tellement douloureux que tu te tais et que tu courbes la tête et tu pars, tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple au Monoprix, c'est pour mon chien que j'ai un peu fait ça, tu vois ce que je veux dire, et que j'ai tenu fort et ferme devant ce monsieur qui voulait que on dégage, mais qui voulait que surtout elle dégage. Et en fait, c'est un peu elle que j'ai protégée, mais au fond, c'est nos droits que j'affirmais, mais c'est par elle, tu vois, et c'est comme si l'objet de ton action n'est plus juste toi, mais ça devient ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire mon chien. Et pour elle, ouais, j'ai pu m'activer à donf et me battre pour plein de trucs, et aujourd'hui m'en servir pour d'autres choses, quoi. Mais et pour moi et pour cette cause plus générale, mais c'est vrai que le déclencheur, ouais,
c'est elle, quoi. J'ai commencé à le faire pour elle, et puis après je me le suis appliqué à moi, et j'essaye de l'appliquer au handicap en général. Mais me battre, c'était d'abord ouais pour elle. C'est marrant, ouais. J'avais pas pensé comme ça, mais au fur et à mesure de notre discussion, ouais, je vois un peu ça, ouais, qui se dessine. Bon, le temps file et du coup, je suis obligée un peu d'arriver vers la fin. Je pourrais encore en parler pendant des heures. Et pas te faire pleurer pendant des heures parce que ça m'émeut aussi. Hein. Les larmes sont vraiment pas loin aussi. Ouais, mais c'est des belles larmes, c'est des bons souvenirs aussi. Enfin. Voilà. Mais en tout cas, Les dernières larmes étaient un peu plus douloureuses, mais tu vois, les premières, c'était quand je me souvenais de Loya qui s'était retourné sur moi pour me voir la première fois quand on est passé sous un échafaudage. Et ça, c'est de l'émotion pure. C'est sûr que ça fait un peu les montagnes russes. Et comme tu le dis, en tout cas du message vocal de l'école des chiens guides de Paris, passant par la rencontre avec Loya et puis toutes les histoires que vous avez vécues et qui vous restent aussi à vivre. En tout cas, c'est vraiment unique et magique cet univers. Et c'est aussi pour ça que j'essaye aujourd'hui de partager tout ça. Et c'est une passion, mais avant tout, c'est une passion relationnelle, on va dire. C'est pas une passion pour les chiens, c'est une passion pour cette alchimie qui se passe et qu'ont le savoir-faire de créer par rapport aux écoles, tout ça. Et je te remercie vraiment de le mettre, j'allais dire en lumière, mais là en l'occurrence on le met en son. C'est hyper important de pouvoir faire ça pour justement par tous ces différents points de contact et ces différents messages de choses que j'ai pu faire moi, que tu fais toi, que plein de gens font aussi à côté. C'est que on a la possibilité de petit à petit, on a envie de faire encore plus et encore plus vite, mais petit à petit pouvoir faire participer à la compréhension mutuelle des gens dans la société, et comme on se comprend, on peut plus facilement s'adapter les uns aux autres et avancer ensemble, quoi. Mais c'est hyper important de le faire, et c'est trop cool ce que tu fais sur ton compte Instagram et sur cette série de podcasts, parce que justement ça permet cette compréhension mutuelle, ça fait des rencontres et ça débloque des petites choses qui vont infuser petit à petit et contribuer à ce changement. Mais en tout cas, je l'espère. C'est vraiment pour ça aussi partager ces conversations qui sont si passionnantes et si inspirantes, hein, parce que j'apprends énormément de choses. Je découvre encore des choses à chaque discussion. Et d'ailleurs, pour finir, je voulais te demander, avec un peu plus de légèreté, quelle a été ta plus grosse honte avec Loya ? Alors ça, ouais, je me souviens d'un truc, un petit parc à côté de chez moi où il y a un endroit pour jouer avec les enfants. Et en gros, genre, c'était au début quand j'avais eu Loya, donc j'étais allé dans ce parc, et puis là je me fais alpaguer au loin par une maman qui me dit le chien c'est interdit. Moi j'avais déjà lâché mon chien, tu vois, pour qu'elle se balade dans le parc et trucs comme ça. Et elle me dit vous avez pas vu le panneau, machin. Je dis non madame, je suis malvoyant, j'ai pas vu le panneau. Bon, elle se calme un peu et on discute, et je lui dis non mais vous savez c'est un chien guide. Elle est très bien éduquée parce qu'elle avait quand même un peu peur de un chien avec ses enfants qui jouent à côté, machin. Et puis c'est ça, elle va faire caca dans le parc. Je lui dis non, elle a déjà fait ses besoins, machin. Et au fur et à mesure, quand on était en train de discuter, en fait, il y avait Loya qui était sur tu vois, les espèces de tapis molletonnés où les enfants jouent. Avec la superstructure au-dessus pour que les enfants se baladent et tout. Et elle était là-dessus, donc vraiment à l'endroit où les enfants jouent, et elle était en train de pisser. Alors que moi, j'étais en train de lui faire tout un joli discours sur non mais les chiens guides sont très bien éduqués, ils attaquent pas les enfants, ils font pas pipi et caca partout n'importe où, ils font ça juste au caniveau, et non, là elle est en train de pisser sur l'aire de jeu des enfants, exactement en plein milieu apparemment. Ça ouais, j'étais mal parce que quand t'es en train d'expliquer tout le positif et qu'elle te fait exactement l'inverse, tu te sens un peu con. Et justement, quelle est ta plus grande fierté avec Loya ? Comment tu veux répondre à ça ? Il y en a tellement plein en fait. Tu vois, si vraiment, parce que là on reboucle un peu avec ce qu'on disait avant, mais je suis super fier dans le sens où, par exemple, grâce à ce truc malheureux qui s'est passé au Monoprix, que j'ai voulu, si tu veux, la défendre et rester ferme sur mes positions, parce qu'elle a le droit d'y être. Ça a été, tu vois, un peu le début de pouvoir m'accepter et m'affirmer là-dedans. Et ouais, c'est un beau truc, quoi. Je l'ai fait pour elle, et puis après on a continué à le faire, mais ouais, peut-être ce moment déclencheur, ça a été pour elle, et je suis fier d'elle parce que elle m'a donné cette opportunité-là, tu vois. Sans elle, tu serais allé faire les courses avec ton pote et il y aurait pas eu tout ce changement Ouais.
en toi, en vous. Absolument. Bon, mais en tout cas, tu nous donnes encore une fois une belle leçon de vie. Hein. Je ne fais que recevoir des leçons de vie dans ces échanges-là. Je te remercie vraiment pour tout cet échange. Merci à toi, Estelle. Et puis, j'espère qu'on puisse se recroiser au détour de Lille ou de Paris, selon les contraintes sanitaires quand elles se seront allégées. Avec grand plaisir. On laissera les chiens jouer et on pourra discuter tranquille en se baladant dans un parc. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Arthur. Merci à toi, Estelle. Très bonne continuation. À plus. À bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mes réseaux sociaux Futur Chien Guide ou encore un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire. Pour suivre mon quotidien de famille relais, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et au blog futurchienguide.fr. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier pendant vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. À bientôt pour un nouvel épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.